donc Mariette et Quentin, qui sont des voyageurs. Bonjour à vous deux, merci d'être venus. Mariette, tu vas parler juste pour les présenter, après je vais cliquer parce qu'ils ont prévu tout un diaporama et tout un speech pour vous raconter leur voyage le long du Mekong. Rien que le mot, ça fait rêver. Mais juste avant, donc tous les deux, vous avez beaucoup voyagé. Ça a commencé en Australie, votre histoire, non? Oui. Enfin, on s'est rencontrés et on était encore sur les bancs de l'école. Moi j'avais 15 ans. Et notre première escapade c'était en Andalousie, donc j'en avais 16 et on est parti avec la vieille Clio des Pantins, une aventure. Et depuis ce moment-là, on est toujours reparti. Et notre premier vraiment grand voyage c'était l'Australie pour nous. Et puis au sud de l'Australie, vous avez vu toucher un petit peu l'Asie du Sud-Est? On a fait un petit saut de puce sur Bali, donc ça restait encore une destination assez touristique, mais ça nous a donné un premier petit aperçu. On s'est arrêté aussi à Bangkok. Et puis c'était une destination qu'on voulait vraiment découvrir plus avant. Puis en observant les cartes, on a vu ce fil bleu là qui traverse. Voilà, ce fameux Mekong qui traverse tous les pays du haut en bas, donc on s'est dit pourquoi ne pas le suivre, et puis c'est là que l'idée un peu folle est venue. Alors je ne voudrais pas, peut-être que vous allez en parler tout à l'heure, mais je crois savoir qu'il y a une grosse interrogation sur les sources du Mekong. Tout à fait. On ne sait pas vraiment où elle est cette source. Mais non, puisqu'en fait le Mekong il se termine exactement comme il se commence, c'est-à-dire par un gigantesque delta. Donc sur les hauteurs à 5000 mètres, on voit tout ce réseau marécageux en fait de sources qui prend tout un gigantesque espace. Donc c'est vraiment une zone en plus assez inexplorée, assez difficile d'accès puisqu'elle est prise sous les glaces une bonne partie de l'année. Donc retrouver quelle est la source exacte qui est la plus haut par rapport à l'embouchure, c'est encore sujet à de nombreuses discussions. Alors, on ne sait pas vraiment. Donc on avait choisi. Bon, après je vais vous laisser. Juste un petit mot. Vous êtes adepte de ce qu'on appelle le slow travel, autrement dit le voyage lent en bon français. C'est pas facile le voyage lent, ça demande du temps. Ça demande du temps, c'est ça. Et dans un monde où on n'en a déjà pas beaucoup, il faut savoir prendre le temps, effectivement. Et c'est pas évident, mais voilà, ils prennent leur temps, eux, et je vais les laisser là-dessus. Il y a quelqu'un qui me disait toujours, le grand luxe de notre époque, c'est pas l'argent, c'est le temps et l'espace. Ce qui est vrai, et je crois que là, pour le coup, vous trouvez que vous avez réussi à toucher ce luxe, le temps et l'espace, puisqu'ils ont pris le temps de parcourir les 2500 km. Oui. 5000. Alors le Mekong il fait 5000 km, mais nous, sur la distance, on n'a marché que 2500. Ah bah non, mais on arrête, alors vous les on n'a que la moitié, ça va pas, on est déçus. Bon, mais je vous laisse tous les deux, le Mekong, avec Quentin et Mariette. Je te donne mon micro, Quentin. Merci. Bonjour tout le monde. Donc bon, Eric a résumé déjà une grande partie de mon introduction. Donc nous sommes Quentin et Mariette, on nous appelle Monsieur et Madame Shoes, en raison de notre grand amour pour la randonnée et le voyage lent, à pied notamment. En 2015, après plusieurs grands voyages, on a souhaité aller découvrir une facette méconnue des pays, ce qu'on appelle nous des réalités parallèles. C'est tout ce qui se trouve de l'autre côté de la barrière du tourisme, que les médias ne relaient pas forcément et qu'on ne voit pas quand on part avec un tour opérateur quelque part. Et on a donc choisi l'Asie avec le Mekong comme fil conducteur. Le Mekong est un fleuve aujourd'hui qui est très connu puisqu'il est au cœur de controverses écologiques, économiques et sociales partout en Asie qui vit un grand boom. On l'utilise pour la pisciculture, l'électricité, la pêche, le transport, tout un tas de ressources puisées dans la nature. Et puis le Mekong, c'est en même temps 5000 km de vie qui nourrit plus de 70 millions de personnes, entre 70 et 90 millions de personnes en Asie. Donc on a souhaité vraiment faire un pied de nez à la société et partir à contre-courant en prenant le temps d'aller rencontrer toutes les populations qui vivent dans des zones non touristiques. Alors, ce trajet a duré 8 mois et il a commencé tout en haut, là-bas, sur les sources du Mekong, dans le Tibet oriental, en Chine. Et sur les 5000 km du Mekong, on en a donc parcouru 2500 à pied et le reste avec des moyens locaux, du stop ou des bateaux.
Bon alors donc du coup la première difficulté, évidemment comme l'a souligné Eric, c'était de nous rendre à la source, en sachant eh bien, que la source se trouve dans ce gigantesque delta. Donc comme l'a dit Eric, il y a beaucoup de scientifiques qui sont montés là-haut pour essayer de déterminer quelle était la véritable source géographique, et ils ne sont pas tous d'accord. Donc vous voyez tous les petits points rouges, ce sont des sources répertoriées, et ils ne savent pas encore exactement laquelle serait tout à fait la vraie. Donc nous, comme notre voyage était plutôt tourné autour de l'humain, nous avons fait le choix de nous rendre à la source qui est considérée comme sacrée pour les peuples là-haut, les peuples tibétains qui vivent sur ces plaines. Et cette source, elle s'appelle Zasichiwa, que Quentin va vous pointer là. Donc elle se trouve à 200 km de Dzado, qui est donc le dernier village, ou le premier, suivant le sens dans lequel on le parcourt, sur le Mékong. Donc il faut imaginer qu'on est donc sur des hauteurs de 5000 mètres, dans des conditions assez rudes, donc on ne pouvait pas y s'y rendre à pied en fait, parce que bon, les conditions climatiques sont terribles, comme Quentin vous le racontera tout à l'heure. La distance de 200 km était quand même assez importante, sans ravitaillement en plus, puisqu'il n'y a pas de village entre les deux, et puis juste l'altitude était assez compliquée à gérer. Donc il a fallu que nous trouvions quelqu'un pour nous rendre à cette source, et nous avons eu la chance de rencontrer un nomade, un ancien nomade qui habite maintenant à Dzado, qui a accepté de nous emmener là-haut avec son vieux 4x4 chinois. Donc ça a été vraiment une chance. Donc nous voilà partis un beau matin. Donc ça a été quand même assez compliqué parce qu'on ne partageait pas le même langage, de se mettre d'accord sur quand est-ce qu'on part, combien de jours on reste là-haut, etc., etc. Donc on est parti avec lui en ne sachant pas exactement si on s'était bien compris complètement. Mais bon, on a pris quand même le risque. On est donc parti et on a, comment dire, voilà, passé plusieurs cols, comme ça, à 5000 mètres. Et à chaque fois, on a cette magnifique cérémonie à l'arrivée des cols, où on voit notre guide ici qui jette dans les cieux des petits papiers qui sont autant de messages pour Dieu, en fait. Et puis, on passe dans la vallée suivante, qui sont donc ces immenses espaces à perte de vue, complètement inhabités. Donc, on voit soit des petits campements nomades, il y a parfois un monastère tout seul perdu, et on passe dans la vallée suivante, et la vallée suivante, autant d'enchaînements de cols et de vallées, aux plus magnifiques les unes que les autres. Donc là voilà, on voit un petit, Quentin nous pointe là un petit campement de nomades, c'est à peu près la seule trace de vie humaine qu'on a pu croiser. Puis en fait on passe une marche, à un moment donné, on passe une marche et on arrive véritablement sur le plateau tibétain, qui est vraiment impressionnant, puisqu'on ne voit rien à des kilomètres à la ronde, c'est plat, absolument plat. On voit juste dans le fond des petites montagnes qu'on imagine faire 7000 ou 8000 mètres de haut. Donc il faut imaginer qu'on est déjà à 5000 mètres, donc ça ne nous semble pas bien haut. Et on a une perte de repère totale après quelques minutes de route seulement, parce qu'on est dans un marécage, donc il faut trouver notre chemin jusqu'à la source. Et c'est là qu'on s'est dit, heureusement qu'on est avec ce guide qui est né là-haut, qui a vécu toute son enfance là-haut, et qui a su nous guider à travers ce labyrinthe presque de petits canaux, jusqu'à la source qui est perdue au milieu de cette steppe. Et tout ça sans carte ou sans GPS, et bien évidemment. Donc on était assez impressionnés. Et donc après des heures et des heures de 4x4 dans cet environnement hostile, nous arrivons sur la dernière steppe, marécageuse, avec des étangs partout. Et d'un coup, le chauffeur s'arrête et nous pointe les petits drapeaux de prière qu'on aperçoit ici. En pointant du doigt, il disait Zasichiwa, Zasichiwa. Et c'était la source du Mékong qui se tenait là devant nous à quelques kilomètres. Alors pour nous, ça a été un moment assez particulier d'arriver là où si peu de personnes ont mis les pieds avant nous, puisque cette source-là a été explorée pour la première fois par des Occidentaux en 1892 par un Français, Dutreuil de Reims, et la seconde expédition seulement 100 ans plus tard par un autre Français, M. Pessel. Et depuis 92, à peine une dizaine d'expéditions ont mis les pieds là-haut. Donc c'est un sentiment mélangé entre de la fierté d'avoir pu rejoindre ce lieu-là, qui est par ailleurs inaccessible 8 mois de l'année, et en même temps la surprise de voir la simplicité que représente un lieu aussi sacré que cette source qui va nourrir toutes ces vies en aval. Puisque
On a l'habitude de voir chez nous des lieux sacrés qui sont monumentaux, qui sont beaux, qui sont de la dentelle, de mosaïque ou de pierre, et ici non, c'est simplement un trou d'eau avec un drapeau de prière. Et nous, on est là devant ce lieu, et on est au début de notre voyage. Donc c'est vraiment le symbole fort de ce voyage. Et également l'occasion de faire une petite blague qu'on fera plus tard, plus bas sur le Mékong, puisque le petit torrent que vous voyez là, c'est le tout début du Mékong, le Zachu. Et ici, on a mis un pied de chaque côté du Mékong. Et donc c'est une blague qu'on racontera plus bas aux pêcheurs au Laos notamment, où là-bas le Mékong fait 16 km de large. Donc imaginez-les se bidonner de rire quand on leur disant, nous on a mis un pied de chaque côté les gars. Quoi. Bon, alors malheureusement on a peu de temps pour apprécier cette beauté brute, puisque le ciel rapidement s'assombrit et une tempête de l'apocalypse se déclenche. C'est aussi une des raisons qui fait que cette source est inexplorée, puisque les 8 mois de l'année durant, elle est inondée, marécageuse ou complètement prise par les glaces. Les 2 mois restants pendant lesquels nous avons eu la chance d'y aller, elle est ponctuée d'averses grêles ultra-violentes. Et nous sommes d'ailleurs très chanceux d'avoir eu l'occasion de la voir avec le ciel bleu sur les photos précédentes. Donc nous voilà installés, on contemple une dernière fois la source, et là la cathédrale de nuages se dresse au-dessus de nous. Et ce qui était moins drôle pour nous, c'est que nous étions installés dans une toute petite tente, toute neuve, qu'on n'avait jamais campé dedans, parce qu'on a eu un problème avec la tente qu'on avait auparavant. Donc on ne connaissait pas la robustesse de ce matériel. Mais notre nomade à côté, avec 2 bouts de bois et un bout de peau de laine de yak tressée, il était serein. Donc ça a donné lieu à un bon échange assez rigolo dans sa tente. Et le ciel s'est complètement nous est tombé sur la tête littéralement. Et en 15 minutes on avait des congères de grêle autour de la tente. On était terrés comme des lapins dans notre petite tente, on ne savait pas si on allait redescendre. Mais si on est là aujourd'hui, c'est que ça s'est bien passé au niveau de on a survécu donc à cet orage monumental. Je crois que j'ai jamais vu des éclairs aussi monstrueux. Donc on a fini par redescendre quand même de notre source pour continuer la suite du voyage et planifier un petit peu ce qu'on allait faire. Donc on est redescendu à Zado. Donc Zado, c'est assez étonnant puisque c'est une ancienne garnison militaire chinoise où je pense qu'ils envoyaient notamment des prisonniers politiques, voilà. C'était un endroit vraiment tellement reculé que de toute façon ils n'avaient très peu de chance de redescendre de là. Donc on s'attendait vraiment à trouver une ville avec des baraquements sinistres, en béton brut, etc. Et c'est une ville très moderne et cosmopolite qu'on retrouve, qu'on découvre, ce qui est vraiment très rare vu l'isolement de l'endroit. Donc cosmopolite, pourquoi? Puisqu'on y trouve donc les Tibétains. Donc, on est à 70 km de la frontière tibétaine, donc forcément il y a toute une population tibétaine. Et on trouve également des Kampas. Donc les Kampas, c'est une ethnie de guerriers, farouches guerriers des hauts plateaux. Donc vous avez aussi le portrait qui est là-bas, je vous invite à aller le regarder, le premier portrait de l'exposition avec l'histoire de cette dame. Et où voilà, cette femme, donc avec cette coiffe si particulière. Et il y a également un peuple musulman qui s'appelle les Hui, et eux ils viennent vraiment plutôt du nord-ouest de la Chine. C'est vraiment étonnant de retrouver tous ces peuples réunis à cet endroit qui est si loin sur les toits du monde. Et puis en fait, c'est une population qui se retrouve vraiment concentrée sur la frontière extérieure du Tibet, donc vraiment à la frontière, mais on n'est plus au Tibet, mais c'est toujours ce qu'on appelle le Tibet oriental, et c'est vraiment cette partie-là qui nous tarde de découvrir. Alors, pour cette première partie du Tibet oriental, on n'a pas suivi le Mékong. Alors là, vous vous dites, c'est quoi ces escrocs qui nous vendent une conférence sur le Mékong et qui commencent par ne pas suivre le Mékong? Alors il y a une bonne raison à cela, c'est que le Mékong traverse le territoire du Tibet, pour lequel il faut un visa qui est assez complexe à obtenir, et par la suite il traverse des gorges complètement encaissées, inaccessibles, où il est inintéressant de randonner, et ces gorges-là sont dans une zone militaire pour laquelle il faut un permis supplémentaire. Donc c'était une bataille administrative complètement sans fin, sans but, parce que de toute façon c'était se battre, se taper la tête contre un mur avec l'administration chinoise. Donc on a décidé de contourner ce Tibet pour rencontrer des peuples qui de toute façon ont émigré sur les territoires chinois pour vivre dans des préfectures tibétaines autonomes dans le Tibet oriental. Et c'est également pour nous le début d'une nouvelle découverte qui est
la marche à pied dans un désert, puisque jusque-là nous connaissions très bien la randonnée du trek, mais là on se retrouve sur un plateau à perte de vue, sans repère, à part des piquets électriques tous les 15 mètres, et notre sac à dos, et c'est tout. Et tout au bout de la plaine, il y avait un petit temple rouge. Et quand on est arrivé au début de cette steppe, on s'est dit, bon, c'est bien, demain ou après-demain, on va pouvoir dormir dans un temple, avoir une bonne soupe de nouilles chaudes. Et au final, jour après jour, le temple était toujours aussi loin. Et nous, on devenait finalement un petit peu fous, puisqu'on ne sait plus si c'est le pied droit qui passe devant le pied gauche, ou si c'est le bâton qui prend appui sur le sac, ou le sac qui prend appui sur le dos, ou on finit par compter les poteaux, et on entre dans un espèce de délire de randonnée assez particulier qu'on ne connaissait pas jusque-là. Mais fort heureusement, ça ne dure pas longtemps. Donc ça illustre un petit peu l'état d'esprit dans lequel on pouvait être, alors qu'on était à peine au début de notre voyage. Donc après quelques centaines de kilomètres, on a pu retrouver une vie un peu plus sédentarisée, avec des fleurs, des champs et des arbres, et ça a été un véritable bonheur de redécouvrir tous ces petits détails qu'on a finalement si vite oubliés, parce que les steppes sont complètement dénuées de toute source de vie, à part cette petite herbe rase qu'on trouve partout et les petits animaux qui la peuplent. Donc on commence à prendre vraiment un très bon plaisir à marcher dans cette vallée, et malheureusement c'est ici que Mariette se blesse en ce début de voyage, ce qui nous a obligés à faire un détour vers Chengdu, la capitale du Sichuan, pour trouver un hôpital et nous soigner pendant 3 semaines. On a donc dû prendre une deuxième décision un peu lourde pour le voyage, qui était de prendre le train pour rejoindre le Mekong plus loin au Yunnan et véritablement commencer notre randonnée le long du Mekong. Alors le Yunnan du nord, il faut vous imaginer une zone remplie d'immenses gorges très très profondes, donc certaines font plus de 2 km de profondeur, et au fond d'une de ces gorges coule le Mekong. Donc voilà un petit peu le genre de paysage que l'on retrouve. Et notre principale difficulté à cet endroit-là, en termes de randonnée, c'était de trouver où camper le soir, puisque vous voyez, les parois sont extrêmement abruptes, et chaque petite parcelle exploitable est plantée, en fait, cultivée. Donc ça nous poussait vraiment, enfin c'était le but du voyage, mais ça nous poussait encore plus à aller au-devant des populations, puisque chaque soir, il fallait qu'on aille rencontrer les fermiers pour leur demander l'autorisation de planter notre tente sur leur terrain. Donc sinon c'était cette solution-là, ce qui n'était pas très confortable. Heureusement, les populations tibétaines là-bas sont très accueillantes, donc on a trouvé toujours où camper, mais ça c'est une des très rares photos qu'on a, puisque finalement les gens refusaient complètement qu'on campe et nous invitaient plutôt chez eux à partager leur repas et à vivre un moment ensemble. Et puis on a fini par arriver dans un petit village assez particulier, vous pouvez le remarquer là, il y a un petit détail qui change tout. C'est un clocher, en fait c'est un village tibétain catholique. Et il a une histoire très particulière. Et c'est aussi là qu'on a rencontré Paulina. Alors Paulina c'est le coup de foudre de Quentin. Et à ce titre, je pense qu'il vous la présentera beaucoup mieux que moi. C'est toujours un peu gênant quand ma femme présente mes coups de foudre. Ça me met toujours un peu mal à l'aise, mais je crois qu'il va falloir que je m'y fasse. Mais vous allez comprendre que Paulina, on ne peut pas ne pas succomber à son charme. C'est une femme magnifique avec des yeux splendides, un regard espiègle. Elle est belle, elle a un sourire radieux, elle est pleine de vie. Je pourrais vous décrire et vous envoyer des compliments sur Paulina pendant des heures et des heures, mais je pense qu'une photo résumera beaucoup mieux la beauté de cette personne. Donc Paulina, telle que vous la voyez là, elle a 85 ans à l'époque où on a pris la photo, en 2015 donc. Et Paulina, elle vit dans ce petit village à l'histoire particulière, puisque c'est un village qui a été évangélisé en 1859 par les missions étrangères parisiennes, qui à l'époque tentaient d'aller au Tibet pour répandre leurs bonnes paroles. Et ils se sont retrouvés dans cette vallée peuplée de brigands et de contrebandiers. Et ils ont quand même finalement établi quelques paroisses ici. Et il a quand même un petit plus sympa ce village, cette vallée, c'est que les moines avec eux ont fait appel les missionnaires ont fait appel aux moines du Grand Saint-Bernard suisse, qui ont apporté des pieds de vigne avec eux pour faire du vin de messe. Et depuis à peu près une dizaine d'années, une vieille dame alors une dizaine d'années parce qu'auparavant il y a eu Mao qui a mis toute forme de religion et les prêtres dehors. Donc le catholicisme était interdit dans ces régions-là. Et donc depuis une dizaine d'années, une vieille dame a réappris aux populations locales à faire du vin. Et on a retrouvé là-haut des cépages de vin français disparus en Europe, mais qui là-haut, grâce à l'altitude, on est environ à 2400 mètres, ont résisté au phylloxéra.
Donc c'est aujourd'hui une nouvelle source de revenus pour des peuples qui étaient démunis et un intérêt international puisque LVMH a investi 32 millions d'euros dans un chai haute technologie là-haut. Donc il y a pour ces peuples-là un tournant économique très intéressant tout en conservant leur tradition catholique, puisqu'on voit ici l'intérieur de la maison de Paulina. C'est sa cuisine, mais c'est aussi sa salle à manger, et puis sa chambre, et son salon. Et là, on voit ici des icônes de Jésus et de la Vierge sur les murs. Donc ils ont conservé cette foi, ils ont conservé leurs habits traditionnels qu'on a pu voir tout à l'heure, et ils se tournent vers un nouvel avenir grâce au tourisme éoquin. Sinon, au bout d'une bonne semaine, on a laissé notre Paulina pour reprendre notre marche le long du Mékong. Donc on commence à être un petit peu rodé là maintenant, le corps s'est habitué à la marche, on enchaîne plus facilement les kilomètres, on est descendu un petit peu en altitude, et on va d'ailleurs continuer à descendre, puisque voilà, une petite journée comme une autre de randonnée. Et on change radicalement de paysage au fur et à mesure qu'on descend. Ça devient beaucoup plus verdoyant, on retrouve la culture du riz. On n'est plus en territoire tibétain, on est en territoire baï, une culture complètement différente, beaucoup plus tournée vers l'agriculture, beaucoup plus sédentaire. Et on remarque surtout quelque chose, c'est que le Mékong se ralentit énormément. Jusque-là, on avait une machine à laver bouillonnante, couleur chocolat, etc. Et là, on se retrouve avec vraiment un Mékong qui ne bouge presque plus. Et ça s'explique puisque nous arrivons dans une zone de barrage. Alors les barrages sur le Mékong, vous en avez sûrement entendu parler, puisque c'est au cœur d'une controverse écologique et économique internationale, puisqu'évidemment ça touche les populations en aval, ça fait diminuer le niveau des eaux terriblement, ça empêche la migration des poissons, etc. Mais ça touche aussi les populations sur place, puisque le niveau des eaux monte, mais toutes les terres qui étaient auparavant cultivables se retrouvent englouties. D'un autre côté, ça permet à une population énorme asiatique de bénéficier d'électricité et d'accéder au développement que nous on connaît et qui est notre confort de tous les jours. Donc c'est une question un petit peu épineuse. Nous, ça nous a impacté directement quand on était là-bas d'une autre manière, qui est peut-être beaucoup moins grave, mais enfin, c'est-à-dire que comme c'est une zone qui est un petit peu au cœur de cette polémique, elle est très très contrôlée. Et on marchait dans un corridor entouré de barbelés pendant des kilomètres et des kilomètres, bétonnés, et on n'avait absolument aucun accès au fleuve. Donc il faut vous imaginer que déjà c'était pas très agréable en termes de randonnée, mais en plus il y avait des voitures banalisées qui faisaient des allers-retours, des allées-venues et qui nous surveillaient. Donc après le passage du 3e barrage, on s'est dit on ne va pas chercher plus d'ennuis avec les autorités chinoises, on veut que ce voyage se poursuive dans de bonnes conditions. Donc on a décidé de faire un petit crochet et de retrouver le Mékong un peu plus au sud, après la zone des barrages, dans une région tropicale qui s'appelle le Xishuangbanna. Parce que Mariette vous a pas tout raconté, c'est que les charmants messieurs qui pilotaient les voitures qui nous surveillaient avaient des grosses kalachnikovs. Donc voici au Xishuangbanna, on a déjà ici passé une série de 5 barrages et on voit que le Mékong a déjà drastiquement changé, alors qu'il a moins de 2000 km de cours d'eau déjà. Donc ici on a Jinhong, la capitale du Xishuangbanna, cette région est très différente de ce qu'on a pu voir jusque-là puisque c'est une énorme jungle. On est à la frontière entre la Birmanie et le Laos et on est au cœur du triangle d'or. Ici on a souhaité faire un tout petit crochet dans la jungle le long du Mékong pour aller rencontrer pas mal de peuples, dont les Hakka ou les Hani, en fonction des pays on les appelle différemment. Mais on a également rencontré les Dai, dont ces jeunes femmes se teignent les... Jeunes, c'est volontairement. Se teignent les dents en noir et c'était un signe de grande beauté chez eux. Et les Boulang, une ethnie minoritaire de Chine, il en reste un peu moins de 90 000 aujourd'hui. Et ces peuples-là nous ont fait part de leur quotidien à eux. Un quotidien difficile puisqu'ils vivent souvent très très reculés. Nous on a mis 5 jours pour trouver le village de cette dame en bleu, la Boulang, dans des conditions comme celle-ci, à travers la jungle. Ils vivent dans des cabanes en bambou tressé, ils n'ont pas forcément d'école d'électricité, c'est de la terre battue par terre. Mais ces peuples-là ont depuis également une dizaine d'années une nouvelle ressource un peu inespérée, qui est les plantations de thé. Puisque là-bas, il y a 12 montagnes qui bénéficient d'une appellation, si on peut comparer ça avec ce qu'on fait chez nous, qui s'appelle le pueur, et le pueur est un thé très précieux,
dont les meilleures feuilles peuvent se vendre jusqu'à 1600 € le kilo. Donc ça permet à tous ces peuples, hors des zones touristiques, de générer énormément de revenus. Je l'ai dit énormément puisque, par exemple, la petite dame Aka qu'on a vu tout à l'heure nous expliquait qu'elle génère environ 60 000 € avec le thé seulement. Donc à côté de ça, ils ont des plantations d'orge, de blé ou des cochons. Donc c'est vraiment quelque chose pour eux de tout à fait nouveau. Et c'est fantastique parce que c'est des peuples qui sont très attachés à leur culture et à leur tradition. Et donc ils passent de villages traditionnels comme celui-ci, qui est déjà relativement développé, à des villages beaucoup plus modernes et récents. Et vous allez voir que ça change totalement de style. Alors, on nous a souvent fait la réflexion en nous disant c'est moche, c'est en train de tout changer, de tout détruire. Et moi je trouve pas, parce que déjà c'est leur décision et c'est leur quotidien, mais en plus ça leur apporte l'électricité, ça leur apporte des routes, et surtout les enfants vont à l'école et les hôpitaux sont construits dans les campagnes. Donc pour eux c'est une évolution énorme en moins de 10 ans, et tout en gardant, comme je disais, leur tradition, puisqu'ils conservent leur festival, ils conservent leurs croyances et ils conservent leurs costumes. Donc c'est un très bel exemple de ce qu'on a pu voir le long du Mékong, de réussite dans tous ces changements que peut vivre ce peuple d'Asie. Et puis on a traversé une première frontière, la frontière entre la Chine et le Laos. Alors jusqu'ici on était resté dans des zones très peu touristiques, donc ça nous a fait extrêmement bizarre d'arriver au Laos, puisqu'on est tombé tout de suite presque dans un circuit taillé pour le tourisme en fait. Et c'était pas ce que nous recherchions, puisqu'on voulait vraiment avoir le contact avec les populations locales, et on ne parvenait plus vraiment à avoir ce contact dans le réseau du tourisme. Donc en fait c'est la marche qui nous a ressorti de ce réseau-là, et on s'est rendu dans un petit village qui s'appelle Pak Lai, qui est sur les rives du Mékong. Et de là on a décidé de marcher jusqu'à Vientiane, la capitale. Donc avec ces magnifiques paysages que vous pouvez voir là. Ça nous a permis de voir aussi un autre Mékong, et puis de voir un petit peu la vie rurale du Laos, et notamment leur attachement à la religion, parce qu'il y a à peu près des temples bouddhistes tous les 3 ou 4 kilomètres. C'est vraiment quelque chose qui est central dans leur existence. Et pour nous c'était extrêmement bien, puisque c'était là que nous campions le soir, nous demandions l'hospitalité aux moines, et puis on plantait la tente dans l'enceinte des monastères, qui était souvent face au Mékong, comme ça, avec des vues superbes, donc c'était extraordinaire. Et puis en plus, ça avait un côté rassurant, c'est-à-dire qu'en nous mettant comme ça, plantant la tente dans l'enceinte des temples, on se disait qu'on allait, on ne risquait pas de sauter sur une bombe en fait. Alors, en effet, il faut qu'on vous parle de cette carte. Je ne sais pas si elle vous parle, si vous l'avez déjà vue. Cette carte-là, c'est l'ensemble des... C'est la cartographie des zones à risque suite au bombardement pendant la guerre d'Indochine au Laos. Il faut savoir que le Laos a été bombardé pendant tout le conflit. Il a reçu plus de bombes que l'ensemble des pays d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça représente environ 2 millions de tonnes de bombes, 270 millions de bombes unitaires, bombes à fragmentation. Donc il faut imaginer un engin comme celui-ci qui explosait et balançait ces petites boules partout autour, qui ensuite elle-même explosait avec de la grenaille. Et il y a 30% de ces bombes qui n'ont pas explosé, et donc c'est tous ces points rouges qui sont sur la carte. Donc ces points rouges sont toutes les bombes restantes dans le sol là aussi. Ces bombes-là, évidemment, elles gênent le pays dans son développement, puisqu'elles sont dans les sols meubles. Le Laos, c'est un sol, beaucoup de rivières, beaucoup de bambous, donc les bombes sont en hauteur ou dans les sols, on ne peut pas labourer, on ne peut pas construire de route, on ne peut pas construire de dispensaire. Et aujourd'hui, les trafiquants emploient beaucoup d'enfants pour aller chercher du métal, qui sautent sur des bombes et qui se retrouvent souvent démembrés. Et le manque d'infrastructures et de réseaux routiers empêche ces enfants d'être soignés correctement. Donc c'est une dure réalité du quotidien du Mékong. Et c'était pour nous, du coup, une des explications de bien choisir l'emplacement de notre bivouac. Puis après, vous avez vu que le Laos, c'est un pays tout en longueur, et nous avons réussi à avoir qu'un mois de visa là-bas, donc on n'avait pas le temps de marcher sur l'intégralité du Mékong. Alors on a fait un choix, et on a pris un bus à un moment donné pour rejoindre le Mékong un peu plus au sud, dans la région de Pak Se. Et là, ça a été vraiment aussi tout un changement pour nous au niveau du rythme, puisqu'on arrive dans des zones où il fait 35 degrés la journée,
Donc pour la marche, c'était pas tout à fait évident. On se levait à 5 h du matin, on marchait jusqu'à 13-14 h, et puis là les chaleurs étaient tellement insoutenables qu'on s'arrêtait. Mais ça nous a donné lieu à de nombreuses rencontres, puisqu'on s'arrêtait dans les villages de pêcheurs. C'est un enchaînement en fait de petits villages le long du Mékong à cet endroit-là. C'est magnifique. Et voilà, typiquement le genre de chemin qu'on empruntait. Donc ça nous permettait de passer beaucoup de temps avec les habitants, à partager leurs repas, les aider à éplucher les maïs, enfin partager leur vie, à jouer avec les enfants. Il y a énormément d'enfants au Laos et beaucoup d'écoles. C'est-à-dire que vraiment chaque village a son école. Et les jeunes, souvent qui partent faire des diplômes à Paksé ou à Paksong, les grandes villes des alentours, reviennent souvent dans les villages avec leur savoir-faire pour le mettre à disposition des villages et créer ce que chez nous on pourrait appeler des éco-villages si vous voulez, mais ils mettent beaucoup en application le partage des connaissances et le partage des ressources. Donc suite à toutes ces magnifiques rencontres et ces sourires laotiens, on était d'ailleurs souvent accompagnés par des enfants pendant qu'on marchait, qui voulaient nous présenter à leurs parents, etc. Donc c'était pour nous vraiment des très bonnes occasions d'écouter ce qu'on vient de vous raconter sur les enfants qui partent à l'école et qui reviennent avec du savoir-faire pour en faire profiter les villages. Donc après ce moment, on est arrivé sur les 4000 îles, qui est un lieu finalement assez connu, où on nous avait dit, vous verrez les 4000 îles, il y a 3 îles sur lesquelles on peut aller, il y a que des jeunes qui font la teuf, ça va pas être très intéressant pour vous. Et ça, c'est le genre de choses qu'on aime bien entendre parce que ça nous pousse à essayer d'aller sur les autres endroits. Et finalement, on a traversé les 4000 îles sans passer sur les îles touristiques. Et on a pu, grâce à des négociations avec des pêcheurs, prendre ces petites barges et rentrer sur les îles, découvrir en fait ce qui se passe à peine parfois 500 mètres de tous ces centres de bars, d'auberges de jeunesse où les jeunes viennent se détendre. Et on a rencontré notamment ce monsieur à qui j'ai fait la fameuse blague d'un pied sur chaque berge du Mékong. Et au départ, il était très inquiet de nous voir ici, et il nous explique que pour lui, le tourisme est une véritable interrogation. D'une part parce que les jeunes ont peu de respect pour la culture locale des Laotiens, et d'autre part parce que lui, il est d'une tradition de pêcheur, de père en fils, et son fils ne veut pas devenir pêcheur. 2 raisons à cela. La première, c'est parce que le Laos est déjà victime de plusieurs barrages en Chine et dans le nord du Laos, et du réchauffement climatique. C'est un pays où il fait très chaud, et ce pêcheur-là nous expliquait qu'il a de moins en moins de poissons et que les poissons sont de plus en plus petits, donc il a de plus en plus de mal à subvenir à ses besoins. Et donc face à ça, et face à la simplicité de se tourner vers le tourisme, son fils ne veut plus devenir pêcheur. Donc là, on fait face à une situation délicate et à un peuple qui n'a pas trouvé sa place encore dans les changements économiques et écologiques de l'Asie. On espère que le tourisme saura se responsabiliser et que son fils pourra trouver une voie qui soit plus saine qu'une simple auberge avec des bières. Mais aujourd'hui, ce monsieur n'avait pas la réponse à notre question. Donc voilà, les 4000 îles aussi a une petite particularité géographique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été dans cet endroit, mais le Mékong est cet endroit sauf une marche, véritablement. Donc il y a des cascades sur toute la largeur du Mékong. Sur les 16 km, c'est un enchaînement de cascades comme ça magnifique. Et il y a aussi tout un savoir-faire là-bas qui est en train de se perdre aujourd'hui. C'est la pêche en cascade. Donc on voit ici un petit piège que Quentin va nous montrer. Voilà, ce sont des pièges en bambou qu'ils montent et qu'ils mettent dans les cascades et ensuite ils vont récupérer le poisson. Mais ce sont des acrobaties terribles pour traverser ces cascades. Alors en sachant que là on est en période sèche, mais imaginez en période de mousson, ce sont des débits d'eau extraordinaires. Et donc c'est une pratique extrêmement technique, extrêmement dangereuse et tout à fait traditionnelle et particulière de cet endroit-là. Et qui est en voie de disparition puisque le gouvernement laotien vient de signer un accord avec le gouvernement chinois pour construire des stations hydroélectriques dans les 4000 îles. Bon, ensuite on a fait un petit rattrapage de Mékong en Thaïlande puisque le Mékong fait la frontière entre le Laos et la Thaïlande, donc on s'est dit on va passer du côté thaïlandais pour marcher la petite partie du Mékong qu'on a raté côté laotien. Seulement, bon, ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Donc la Thaïlande est un pays beaucoup plus développé, ils ont des pratiques beaucoup plus proches des nôtres, donc c'est beaucoup d'agriculture intensive finalement, très peu de villages, donc ça nous a donné pas beaucoup
d'opportunités de faire des rencontres intéressantes. On s'est assez vite lassé de cette partie-là de la Thaïlande, bien que la Thaïlande soit un pays très intéressant par ailleurs. Cet endroit-là n'est pas forcément le mieux choisi. Enfin, on a quand même fait quelques petites rencontres un peu étonnantes pendant le voyage. Mais on est très vite passé au Cambodge. Alors, le Cambodge, c'est également un bouleversement assez important pour nous, puisqu'à la frontière, on a rencontré un jeune homme qui parlait très bien l'anglais et qui nous a tout de suite mis dans le bain, comme on peut dire. Donc, je ne sais pas si ce drapeau vous parle. C'est un petit peu comme la carte du Laos de tout à l'heure. Ce drapeau, c'est celui des Khmers rouges, il est peu connu. Et les Khmers rouges, c'est un régime politique communiste qui a dirigé le Laos pendant 3 ans et 8 mois et qui a tué plus de 20% de la population. Les 50% de la population vivante était enrôlée de force ou de gré dans le mouvement et était obligée de commettre d'atroces atrocités. Donc c'était en 75-79 et aujourd'hui le Cambodge est complètement traumatisé encore aujourd'hui. C'est vraiment palpable quand on rencontre les gens là-bas. On sent le traumatisme des Khmers rouges présent en eux encore aujourd'hui. Et c'est d'autant plus vrai que Hun Sen, le Premier ministre cambodgien, est au pouvoir depuis plus de 30 ans et c'est un ancien commandant des Khmers rouges. Et 50% des aides internationales versées au Cambodge disparaissent chaque année dans la nature ou les poches des personnes en poste. Donc c'était vraiment une découverte terrible. On a souhaité visiter la prison S21 à Phnom Penh suite à ça. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous allez au Cambodge, puisque ça ouvre les yeux sur une réalité qui est peu connue et qu'on ne montre pas à l'école, qui pourtant est bien réelle et encore présente aujourd'hui. Mais en dehors de ça, on a vu plein de belles choses au Cambodge, et je trouve que cette petite fille, avec son regard, représente vraiment tout l'avenir du Cambodge, qui est tourné vers les jeunes et l'éducation. On a rencontré beaucoup de gens qui installent des écoles dans les petits villages d'anglais ou d'écotourisme. Beaucoup d'écoles qui sont gratuites, où les villageois s'entraident pour amener les enfants à l'école. Et vraiment, les anciens nous disaient on mise sur les jeunes pour essayer de construire un meilleur Cambodge. Donc là, on voit que les enfants sont contents d'aller à l'école, de nous faire coucou, peut-être les deux d'ailleurs. Et ici, on peut voir que le Cambodge est vraiment très pauvre dans les campagnes. C'est un peu comme un écologie à ciel ouvert. Il y a très peu de voitures, il y a peu de routes. Quand ils ont un scooter, ils se le partagent souvent pas beaucoup. Ils partagent leurs ressources, leurs vaches également. Les villages sont souvent construits de manière assez rudimentaire avec des planches inégales autour d'un puits. Mais tout au long de ce trajet le long du Cambodge, on a rencontré beaucoup de personnes qui nous expliquaient donc, tout ce que je viens de vous expliquer, leur manière de vivre, leur manière d'aller à l'école, d'essayer de construire un avenir pour les jeunes. Et c'était, malgré cette première approche un peu froide, certainement liée au traumatisme, vraiment de la chaleur humaine, tous les soirs. Là on voit, on est en train de planter la tente et on a choisi cette photo parce que c'était un rituel un peu rigolo. On installe la tente avec tout le village autour de nous et quand la tente était plantée, les gens regardaient à l'intérieur et ils nous disaient ah non, vous pouvez pas dormir là. Et alors au début on se disait ah bah, c'est comme les Tibétains, ils vont nous inviter chez eux et en fait pas du tout, il y a une raison particulière à cela. C'est qu'on est en approche de Phnom Penh, la capitale, et en fait beaucoup de jeunes, face à la difficulté de vivre en campagne, se tournent vers la ville en espérant développer un petit business de tuk-tuk ou de scooter là-bas, et se retrouvent face à une concurrence énorme, et finalement ils se retrouvent dans la misère. Il y a énormément de prostitution pédophile, il y a énormément de trafic de drogue, et donc beaucoup de jeunes finalement reviennent en campagne pour commettre des petits crimes, des vols, des choses comme ça. Et au Cambodge, le propriétaire des terres est responsable de ce qui se passe sur ces terres. Donc en fait, il était inquiet pour nous et inquiet d'avoir des ennuis si jamais il nous arrive quoi que ce soit. Donc on se retrouvait avec les anciens du village et le chef de la police dans un conseil de sécurité pour savoir où on pouvait dormir. Et finalement, ça se terminait bien souvent comme ça, chez les gens, autour de la télé, puisque la télé est omniprésente là-bas, et tous les voisins qui venaient nous voir, ils nous caressaient le nez ou les poils des jambes. Les enfants, ils se moquaient de moi, ils me regardaient, ils disaient « j'ai un gros nez ». Enfin voilà, c'était vraiment humainement très très fort. C'est un pays, vraiment, ils sont très très tournés. Enfin, en tout cas, nous, on a vraiment longé les rives du Mekong. Et c'est un pays qui est tourné sur l'eau. Donc on trouve vraiment à cet endroit des habitations
complètement sur l'eau, alors que c'est ce qu'on n'a vraiment pas vu auparavant, avec la télé bien évidemment. Donc ils sont encore plus dépendants de l'eau que les peuples précédents, et ils souffrent beaucoup des problèmes liés à l'eau. Puis l'autre point d'intérêt de ce Cambodge à cet endroit-là, c'est qu'il y a une énorme communauté musulmane qui s'appelle les Cham. Donc ça, on a pu vivre leur quotidien un petit peu tous les jours. Il y a notamment une ethnie parmi ces Cham qui s'appelle les Cham Bani, et eux ils sont très intéressants puisqu'ils sont matrilinéaires. En fait, donc le nom de famille et l'héritage se transmet par la mère. C'est quelque chose qui est assez étonnant dans notre monde et qui est en train un petit peu de se perdre puisque la tradition revient un petit peu plus au niveau de l'islam en ce moment. Mais malgré tout, ça restait vraiment une belle cohésion entre les bouddhistes et les musulmans. On a vraiment vu un voisinage tout à fait sympathique avec toujours ces enchaînements de mosquées et de temples. Ça a rythmé vraiment considérablement notre marche tous les jours. Et puis le Cambodge, c'était aussi une autre épreuve pour nous, puisque ça fait déjà maintenant près de 2000 km qu'on marche. Et je suis tombé malade au Cambodge. J'ai attrapé la dengue ou le palu, je ne sais pas si on l'a dit encore aujourd'hui. Je suis resté bloqué une semaine avec une fièvre infernale et tout ce qui va avec. Et 4 jours plus tard, on arrive à Phnom Penh, on a une amie qui est géographe là-bas, on s'installe chez elle. Et elle nous dit on va se faire un bon resto pour vous remettre d'aplomb. On va au resto et on chope la salmonellose tous les jours. Donc là on est à 6 mois de voyage, près de 2000 km. Le rythme a grandement ralenti parce qu'on est affaibli. On marche plus de 20 km par jour, j'ai perdu 27 kilos. Donc il y a un gros moment de doute pour nous. Notre motivation est remise en jeu, vraiment. Est-ce qu'on doit se mettre à risque et continuer? Est-ce qu'on a la force de continuer? Est-ce qu'on veut vraiment aller au bout? Et finalement, après une dizaine de jours de convalescence et l'aide précieuse de nos amis expatriés là-bas, qui nous ont remotivés à partir, on a pris la décision de continuer pour aller vraiment au bout du projet, parce que finalement ça faisait pas de sens d'avoir été aussi loin dans l'Himalaya, d'avoir marché tout ça, d'être arrivé là aujourd'hui, d'avoir rencontré tous ces peuples pour ne pas aller au bout. Donc nous avons continué et nous n'avons pas du tout regretté puisqu'on a rencontré plus de peuples encore au Vietnam. Le passage au Vietnam, le gros choc en technicolor, comme nous a si bien dit là, on est. La page Wikipédia de la frontière quand on a consulté au Cambodge. Donc vraiment ça se voit dès la frontière. C'est-à-dire qu'on passe le poste frontière cambodgien où on est sur un petit chemin en terre battue, il n'y a absolument pas de moyens motorisés. Voilà, ce petit chemin-là. Au bout, il y a une barrière, on passe de l'autre côté et ce sont des grandes allées, des grandes avenues avec les lampadaires, les grosses voitures, tout est électrisé. Enfin, c'est la modernité dont on n'avait vraiment plus du tout l'habitude. Il y a un autre choc aussi, c'est qu'on avait pris des réflexes de communication avec les peuples, puisqu'on fait l'effort d'apprendre les rudiments de chaque langue des pays qu'on traverse. Mais à un moment où ça ne suffit plus, et alors on prend le relais avec des gestes, avec des sourires. Et au Vietnam, il n'y a plus rien de tout cela qui ne fonctionne. Nos efforts pour apprendre des rudiments de vietnamien ne fonctionnent absolument pas, on n'y arrive pas. Et puis, au niveau de la gestuelle, on est perdu aussi. Les gestes dormir, boire, etc., ils ne les comprennent pas et ça donne lieu à des situations de quiproquo énormes. Il y a aussi une autre chose qui nous marque, c'est l'omniprésence du communisme dans les campagnes. Donc on ne voit pas du tout dans les villes touristiques vietnamiennes, mais dans les campagnes c'est très très présent, avec des chants du parti tous les dimanches menés par les jeunes, les petits haut-parleurs qui disent de la propagande toute la journée sur la place publique, puis les grandes statues de Ho Chi Minh un petit peu partout. Et marcher dans le Mekong, c'est également un changement pour la marche à pied, puisque jusque-là on marchait dans des milieux très secs, malgré la présence du Mekong. Ici on se retrouve dans un jardin d'Éden avec des fleurs partout, des palmiers, des fruits. Et là où aussi on avait l'habitude de marcher à côté d'un immense fleuve, là on se retrouve dans une espèce de labyrinthe tentaculaire de petits canaux à droite à gauche, où le Mekong est utilisé à tout niveau. Dès qu'ils peuvent utiliser le Mekong, ils l'utilisent. Donc on voit ici un tout petit canal avec un pêcheur. Ici les marchés flottants, où c'est l'équivalent du périphérique parisien version rivière. Donc ça c'est quelque chose de très choquant, puisque
vraiment au Cambodge, on n'avait pas cet aspect-là. Et ici, ça bouillonne d'activité à tout point de vue. Il y a de la pisciculture avec d'énormes fermes de poissons bourrées d'antibiotiques. Et puis voilà, on n'est plus seul sur les bords du Mékong. Et puis il y a un jour cette rencontre avec cette charmante petite dame. On s'installe chez elle, on passe 2 heures à discuter, à tresser des paniers, à partager son quotidien, avec son mari également. Et on lui demande, est-ce qu'on peut camper là? Pas de problème, on peut camper, on installe la tente. 20 minutes plus tard, un espèce de petit flic arrive sur son scooter et se met à nous hurler dessus en vietnamien. Alors évidemment, on ne comprend pas tout. Et puis on fait mine, enfin, on avait bien compris qu'on n'avait pas le droit de camper, mais on a fait les idiots. On a fait durer un petit peu la chose, peut-être un peu trop, puisque finalement on s'est fait embarquer par la police pour camping illégal. On s'est pris un énorme savon par ce petit monsieur. Finalement, il nous a bien arrangé parce qu'on a pu avancer sur un passage, un canal bloquait le chemin, on n'avait pas repéré de pont. Et finalement, lui, avec son scooter, il nous a fait passer le pont. Mais ce charmant monsieur nous avait mis des espions aux trousses. Il y avait vraiment des gens qui nous surveillaient. Des flics en scooter qui s'arrêtaient, qui nous regardaient passer, qui prenaient des notes. On était surveillés alors qu'on a juste tenté de camper. Alors on a essayé de les semer en passant sur des petits ponts comme ça. On se dit, ouais, tu parles, les scooter, ils vont pas nous suivre. Mais si, ils nous retrouvaient. Donc on est un peu devenu parano, à tel point qu'on pensait que même les bateaux avec leurs yeux nous retrouvaient. Mais bon, au bout de 3 jours, on a réussi à les semer. Mais on a aussi pris le parti de dormir dans des hôtels jusqu'à la fin du voyage pour ne pas mettre en péril la fin du projet. Et les populations... c'est vraiment une autre facette, ouais, aussi les habitants. Mais c'est aussi vraiment une facette du Vietnam qu'on ne connaît pas avec le communisme que Mariette a cité, et cet aspect délation et surveillance qui finalement est peu présent dans les zones touristiques. Et puis on arrive là sur les derniers kilomètres de presque l'embouchure, et puis voilà un petit peu l'état dans lequel il est, quoi. Donc c'est vraiment 5000 km de pollution qui est dévalé tout le Mékong et qui est prêt à se déverser dans l'océan. C'est assez effrayant et on ne voit pas tellement d'issue à ça. On se dit juste qu'on espère que, comme la vie est dans un boom extraordinaire, on espère qu'ils vont réussir à trouver des solutions assez rapides pour pallier à cette catastrophe écologique, parce que c'est assez pénible. Et donc on se retrouve rapidement sur les derniers kilomètres du Mékong. Là, on sait qu'il nous reste moins de 50 km à faire. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est comment on va réussir à accéder aux berges de l'embouchure dans la mer de Chine. Donc ici, on se retrouve dans ce qu'ils appellent le grenier à riz du Vietnam. C'est des immenses étendues de champs de riz. À perte de vue, c'est magnifique. C'est un plaisir de redonner là-dedans sous les palmiers. On a de l'ombre, il fait frais, c'est sympa. Et rapidement, on se retrouve dans ce type de paysage, à l'opposé, beaucoup plus sec, qui, en fait, ce sont des bassins de pisciculture où ils élèvent des crevettes. Il y a 80% de la production de crevettes tigres du monde qui provient de ces bassins-là. Mais autour de ces bassins, c'est une mangrove et les rives du Mékong nous sont bloquées. Donc c'est un peu la galère pour nous. Mais finalement, après maintes essais et tentatives, on a réussi à trouver ce petit chemin-là. Et on a choisi de vous présenter cette photo, même si elle n'a pas un intérêt photographique très important pour nous. C'est un symbole, puisque là, précisément ici, ce sont les derniers mètres qu'on va parcourir le long du Mékong, et au bout c'est la plage avec l'embouchure. Donc on s'est arrêté, on s'est soufflé, on s'est regardé droit dans les yeux, on a dit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va réagir. Voilà, l'inconnu pour nous se trouve au bout du chemin. Est-ce qu'on va pleurer, est-ce qu'on va rire, bref. Voilà. Finalement la réaction elle a été tout autre. C'est très kitsch, mais finalement, en fait, ce projet-là, c'était un projet de couple qu'on a mené ensemble pendant ces 8 mois, et en amont et après. Et donc, on s'est assis, et on a regardé le soleil se coucher, et on a réfléchi à ce qu'on voulait faire, et maintenant. Et donc, la réponse, elle est en partie là, puisqu'on est devant vous aujourd'hui, on vous présenter tout ça. Et il nous a semblé vraiment important de partager tout ce qu'on a pu voir là-bas, de témoigner de manière brute le témoignage et le quotidien de ces peuples-là, mais également de faire vivre tout ça. Et on a décidé de soutenir une ONG qui s'appelle Enfants du Mékong, à qui nous reversons une partie de nos bénéfices. Et cette ONG permet à des enfants en Asie d'accéder à l'éducation. Alors ça peut être par l'achat de fournitures ou la construction de centres ou d'écoles. Et pour nous c'est très important, puisque de nombreux problèmes qu'on a pu constater là-haut
ne pourront être résolus que par l'éducation de la nouvelle génération. Que ce soit le côté corruption et politique au Cambodge, comme le côté pollution, comme énormément des problèmes qu'on a pu vous soulever, l'éducation est vraiment une clé pour nous, pour ces peuples-là. Mariette a également raconté toutes nos petites anecdotes de ce voyage, vraiment l'intimité de notre couple, toutes les situations liées à la différence de culture ou de la langue qu'on a pu rencontrer dans une petite bande dessinée vraiment sympa. Et puis voilà, aujourd'hui on a une activité de photographe ici et on continue à faire des reportages. On repart d'ailleurs dès demain pour un nouveau reportage. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Alors assez vite parce que on doit passer à un autre fleuve après, qui est le fleuve Congo, donc rien à voir. Quoique, on verra. Alors rapidement, hein, vous essayez de répondre rapidement, madame. Pourquoi un petit canard. Pourquoi il y a un petit canard? Ah oui, je sais. Il y a un petit canard, c'est tout simplement notre mascotte. J'ai commencé à dessiner des BD en Nouvelle-Zélande, et en Nouvelle-Zélande il y avait des canards partout, il y avait aussi des moutons, je préfère les canards. Et donc je dessinais des canards et il y en a un qui est resté avec nous. Voilà. Oui, monsieur. Oui, déjà bravo sur ce reportage. Je pense pas que ça se passe à la fois au fusil, ce genre de humour de malade, temps de préparation. Avant, sachant qu'il y a pas trop de cartes. Alors, je dis la question. Alors là, quelle préparation pour un voyage comme celui-là? Eh bien, aucune. D'accord, on part à l'arrache, on prend le sac. Alors on part pas tout à fait à l'arrache. Il faut des cartes. La partie sur la source du Mekong a été complexe, parce qu'il n'existe pas de cartes, ou voire pas du tout. Il n'y a pas de trace GPS, c'est une région qui est méconnue. Vous avez pu voir dans la steppe, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin, il n'y a plus rien. Donc là, on a dû préparer un petit peu avec des personnes qui ont pu monter là-haut dans des expéditions scientifiques avant nous. Ça nous a demandé de trouver le guide, parce qu'on n'avait que son nom et sa photo, on ne savait pas où le trouver. Un petit peu de préparation au niveau des vaccins, de l'altitude, des équipements. Donc ça c'était 2 semaines de préparation à Pékin et un petit peu en amont avant en Nouvelle-Zélande où on a résidé auparavant. Et puis après on suit le Mekong où on ne peut pas se gourer. Donc on ne sait pas le soir, on va dormir. Non, alors sur les premières parties on avait plus d'autonomie, avec plus d'eau, plus de nourriture. Et puis au fur et à mesure les cartes sont plus précises, on trouve plus d'eau, on trouve plus de villages, donc finalement on a pu se délester et faire confiance finalement à la bonne étoile, en sachant que de toute façon en arrivant sur le Laos il y a des villages tout le long du Mekong constamment. 8 mois, budget de combien? Alors, budget à la louche entre 800 et 1000 euros par mois. Parce que quand on s'arrêtait en ville, on se faisait des plaisirs sur des restos, on se payait des hôtels, etc. Pour, il y a les visas, et on avait un rythme d'environ de 7 jours de marche et on se reposait 3-4 jours dans un hôtel. Donc il y avait quand même un budget hôtel assez conséquent. C'était important de garder la forme physique pour pouvoir continuer. Oui, monsieur. Oui, vous avez évoqué certaines zones du Laos qui sont encore truffées de bombes lâchées par les Américains pour la guerre du Vietnam, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que je suppose que ça correspond au secteur séparatiste de Chine. Oui, alors le Laos c'était un pays neutre par rapport à la Convention de Genève pendant la guerre d'Indochine, pendant les 2 guerres d'Indochine d'ailleurs. Mais le Ho Chi Minh Trail passait par le Laos. Et les Américains ont véritablement dévasté le pays en lâchant des bombes, plus tard de l'agent orange et du napalm. Et il y a des dames, on a vu le témoignage d'une dame dans un musée là-bas sur justement les bombes, qui a vécu plusieurs années dans une grotte sans pouvoir en sortir. Et aujourd'hui d'ailleurs les Américains ne sont même pas les premiers donateurs pour le déminage. Il y a des villages qui sont déminés, il y en a un qui a été déminé 7 fois, à chaque fois ils ont retrouvé plus d'une centaine de bombes dans le village. Et puis il faut savoir, si je peux juste dire une chose à propos des mines, justement, c'est très important cette histoire de mines. Comme c'est des pays où il y a de la mousson, et comme tu l'as dit tout à l'heure, la terre est très meuble, on démine, on repère des mines avec tout un tas d'outils, on enlève les mines, on se dit bon allez ça y est c'est bon là c'est réglé, la mousson passe, elle fait bouger et la terre et les mines qui sont autour, et il faut tout recommencer à zéro. Donc c'est un travail sans fin. De former. Ouais. Du coup, alors, avec votre épouse, dans votre trajet, vous avez été amené à emprunter certains tronçons à la Ho Chi Minh? Non. Comment vous avez évité les mines? La piste de la Ho Chi Minh, elle passe sur la frontière vietnamienne. Nous, on était plutôt de l'autre côté, sur la frontière thaïlandaise, et dans le nord, avec la Birmanie. Donc il y avait moins de risques. Il y avait un risque, mais il y avait moins de risques. Donc ça s'est fait par 2 choix pour nous. Le premier était de suivre au maximum les routes tracées.
Donc on ne passait pas sur des petits sentiers non identifiés, ou même si des fois on voyait un truc qui pouvait s'apparenter à un raccourci, on ne le prenait pas. Et la deuxième, c'était de ne pas planter la tente n'importe où et d'éviter de faire des écarts trop loin des berges du Mékong. Mais on n'était pas toujours rassurés quand même. Encore une ou deux questions, peut-être? Non? Ça va très bien. Ben, merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci à vous. Je vais préciser, là, ils vont pas décider tout de suite. Vous allez en efficace à la librairie? Tout à fait, on a un stand dans l'espace libraire où vous pouvez trouver nos photos. On vend nos photos sous forme de beaux tirages, mais également de cartes postales. La bande dessinée est là. C'est le petit ouvrage qu'on a sorti sur le voyage de 8 mois le long du Mékong. Donc c'est vraiment toutes les petites anecdotes du coup. C'est des aventures qu'on ne peut pas vraiment raconter autrement en fait. C'est vraiment des anecdotes de voyageurs, mais également de couple, puisque c'est vraiment tout ce qu'on a vécu nous, dans l'intimité de la tente et du voyage, donc du couple, qu'on raconte là et que la photo ne peut pas raconter en fait. Et tout le dépaysement qu'on a vécu, toutes ces petites choses-là qui font vraiment le voyage. On partait faire vraiment de la photo et puis finalement il s'est passé tellement plus que juste un reportage photo que... Donc voilà, c'est plein d'humour, mais c'est 100% vécu. Et pourquoi ce choix beaucoup de noir et blanc? En fait, quand j'étais là-bas, je les ai dessinés sur place, ces petits dessins. Donc j'avais mon carnet et j'étais que au crayon gris. Et en fait, en rentrant, j'ai voulu garder un petit peu l'aspect noir et blanc, crayon gris que j'avais dans mes carnets de croquis. Et donc j'ai gardé ce système-là. Par contre, on a choisi de mettre des petits filets de couleur bleue un petit peu partout. Ça rappelle le Mékong. Ça rappelle le Mékong là-haut dans la source où il est bleu comme ça. Après, il n'est pas toujours bleu comme ça. Mais... Est-ce que les Asiatiques ne sont pas en train de tuer le Mékong? On espère qu'il y aura une prise de conscience assez rapide. C'est vrai que l'Asie, ça explose en ce moment, il se passe plein de choses, c'est en plein développement. Et donc on se dit qu'ils vont tellement vite qu'ils vont trouver des solutions, j'espère, par rapport à la pollution du Mékong. Après, par rapport au barrage, c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes, surtout pour le Cambodge. Pour moi, c'est pas les Asiatiques en soi qui tuent le Mékong, c'est les gouvernements qui sont derrière, qui ne prennent pas forcément les décisions les plus adaptées pour les peuples qui vivent le long du Mékong. Mais c'est en effet un sujet qui est très délicat et une question qui est difficile à traiter. Est-ce que les Asiatiques sont conscients de la pollution plastique? Dans les villes, oui, mais dans les campagnes, vraiment pas très du peu. tout. Pas suffisamment, je pense. Je pense qu'il n'y a aussi pas de ramassage mis en place par les villes ou les gouvernements. Donc il y a souvent des piles de déchets qui s'entassent, et puis ça finit par tomber dans le Mékong. Ou alors des déchets qui sont brûlés. Aussi. On a un exemple, une fois, il y avait un gros amas de détritus qui était étalé, qu'on a ramassé pour le mettre sur le tas qui est destiné à être brûlé. Et il y a une dame qui a vu ça, qui a rigolé, et finalement elle a repris les déchets, les a jetés dans le Mékong, et en disant c'est parti, si on ne les voit plus, c'est pas grave. Et je pense que ça illustre bien le manque d'éducation que ces gens-là ont sur la pollution. Pour eux, si c'est plus visible, c'est disparu, c'est pas pollué. Voilà. Bon. Et pourquoi ces choix de ces chapeaux? Pour le soleil. Pour l'Asie. À la base, c'était pour le soleil en Asie, pour se protéger quand on marchait. Mais en Asie, on n'avait pas les mêmes. C'est pas les mêmes chapeaux, et puis finalement, on les a gardés parce que sur le site internet, on était présenté avec les chapeaux, on était toujours représenté avec les chapeaux. Et on moi, aime bien j'adore ça. les chapeaux. Donc on a décidé de les garder maintenant Je fais une collection de chapeaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Et ça coûte combien votre carnet? Notre carnet il coûte 15 €, 15 avec des petites aquarelles comme ça. Et il y a une partie qu'on reverse à l'association des enfants du Mékong. Et en ce moment, on parraine un centre d'éducation au Cambodge. Lequel? Sisophone. Sisophone, S-I-S-O-P-H-O-N. D'accord. C'est pas loin de la frontière thaïlandaise là. C'est du côté de Battambang. C'est vers Battambang, oui. Oui, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.